Je tiens d'abord à remercier Philippe Piquant d'avoir invité l'Institut méditerranéen de l'eau pour vous faire part effectivement de la synthèse et des recommandations d'un atelier qui a été organisé par l'IME qui portait sur la problématique des apports hydriques d'origine tellurique. Très rapidement, l'IME est un réseau de professionnels. Donc, je vais vous donner le point de vue des professionnels de l'eau, qui en général sont à l'interface, puisqu'ils sont du côté rejet, surtout du point de vue de rejet hydrique. L'IME est une plateforme qui favorise bien sûr le développement entre ses membres de la coopération et l'échange de savoir-faire, et surtout dans le domaine de l'eau. L'IME, très rapidement, mais c'est le dernier slide de présentation, c'est une plateforme qui regroupe un certain nombre d'acteurs de l'eau, depuis les décideurs, les experts et bien sûr les professionnels eux-mêmes, à travers des actions qu'ils réalisent au niveau de la Méditerranée, soutenues soit par des institutions bancaires, soit par des institutions, des bailleurs de fonds en général qui développent la coopération financière internationale dans les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Alors, cet atelier a été donc le premier atelier que l'IME organisait pour cette thématique, en ce qui concerne cette interface entre les milieux lagunaires et bien sûr les rejets, en général d'origine urbaine. Donc nous nous sommes intéressés essentiellement aux lagunes qui sont dans le milieu urbain. Il est clair qu'il y a d'autres lagunes qui reçoivent aussi d'autres apports hydriques d'origine tellurique et surtout d'origine d'eau de drainage ou d'eau de centrales hydroélectriques. Alors, très rapidement, bon, les origines, je n'ai rien à vous apprendre, c'est beaucoup plus au niveau de l'impact. Et donc, comment pouvoir intervenir sur ces apports d'origine tellurique pour pouvoir donc développer une restauration de ces écosystèmes qui, en général, entraînent une véritable dégradation de la qualité de l'eau, mais aussi une modification de la faune et de la flore. Les trois enjeux prioritaires sur lesquels on avait basé donc l'atelier, c'est d'abord les études, ensuite les travaux de restauration et bien sûr une bonne gouvernance. Et il est clair que cela ne s'oppose pas de manière similaire entre les pays du Nord et les pays du Sud, de la Méditerranée et de l'Est. Et nous avions pris 6 cas, 3 au Nord et 3 au Sud. Les 3 au Nord, l'étang de Berre bien sûr, l'étang de Thau, et aussi la mer Ménor, qui est aussi un écosystème lagunaire. Et je vous invite, je pense que sûrement vous avez dû suivre tous les travaux que nos amis donc espagnols ont fait sur cette lagune, qui est quand même aussi un cas très intéressant. Les 3 autres lagunes méditerranéennes qui ont fait donc l'objet d'une présentation au cours de cet atelier ont été bien sûr les 2 lagunes principales tunisiennes, le lac Nord et le lac Sud de Tunis, situés en pleine dans l'agglomération du Grand Tunis, la lagune de Nador et bien sûr le lac Mariotte à Alexandrie. Et là aussi, il faut que quand même je précise que ce lac Mariotte a fait aussi l'objet d'une collaboration entre l'IME et le JPREP dans le cadre d'un projet SMAP qui nous a permis aussi d'avoir un bon état de la connaissance de cette lagune. Alors très rapidement, donc, je ne présente pas l'étang de Berre, ni l'étang de Thau, ni la mer Ménor, mais 6 slides qui vous montrent juste donc ces 3 lagunes du Sud. Le lac de Tunis, donc 3000 hectares, qui a fait l'objet donc d'un grand nombre d'études scientifiques et qui a aussi donc été, et on le verra un peu plus tard, au niveau d'une priorité, puisque d'une véritable cloaque, excusez-moi le terme, répulsive, aujourd'hui c'est un lac qui a fait quand même l'objet de travaux de restauration
et bien sûr qui actuellement fait l'objet d'un suivi au niveau autant de son hydraulique que de la qualité, bien sûr, de son eau. Alors très rapidement, la lagune de Nador, juste pour vous situer, un peu ces trois cas du sud et de l'est de la Méditerranée qui ont été donc étudiés au cours de cet atelier et qui a donc permis un échange entre les différents participants et qui a permis donc de faire émerger 4 grandes catégories de recommandations. Bien sûr, la première qui rentre dans le fonds de commerce de l'IME, excusez-moi le terme, mais qui amène, et c'est un message, de pouvoir effectivement renforcer cette coopération par l'échange, bien sûr, au niveau scientifique. Je n'ai rien à vous apprendre, mais il est clair qu'au niveau des professionnels, et lorsque l'on réfléchit ensemble, l'on puisse bien sûr mettre en place un certain nombre de modèles de restauration, mais il est clair qu'à chaque cas, son application, il n'est pas question de dupliquer le modèle tunisien en Égypte ou le modèle marocain en Égypte, mais cela a fait quand même l'objet pendant 2 jours d'un grand échange. Le réseau Medouet, bien sûr, la convention Ramsar, il est clair, ce sont 2 supports, autant Medouet en tant que réseau des zones humides en Méditerranée qui était présent et qui a permis aussi un certain nombre d'échanges au niveau des expériences. Alors, en ce qui concerne, excusez-moi, donc au niveau donc, de la coopération, comme je vous l'ai dit, il était clair qu'il y ait un échange à travers bien sûr des plateformes, l'IME en ce qui concerne les professionnels de l'eau, mais au niveau de Medouet, que vous connaissez très bien. Et là, donc, ce qui a été aussi recommandé et ce qui est prévu, et je voudrais vous lancer un message, c'est de pouvoir effectivement, à travers cet atelier, à travers aussi un certain nombre de réunions d'un groupe de travail qui a été mis en place à l'IME, de participer à une session thématique beaucoup plus large durant le 6e Forum mondial de l'eau qui se tiendra à Marseille en mars 2012. Très important aussi, c'est au niveau de cette interface de l'apport hydrique d'origine tellurique et de pouvoir bien sûr maîtriser et surtout de pouvoir trouver des solutions dans le cadre de travaux de restauration et de régénération de ces écosystèmes lacustres, c'est de pouvoir inscrire, peut-être cela est tout à fait clair pour la partie nord de la Méditerranée, mais pour la partie sud et la partie est, c'est une autre histoire. Donc ce qui fait que si l'on fait un survol entre le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, l'on voit qu'effectivement, sur les 3 lagunes aujourd'hui, il y en a 2 qui ont commencé à prendre un certain chemin, alors que le 3e est encore au balbutiement de la réflexion et bien sûr de trouver un choix politique qui puisse effectivement concilier toutes les parties prenantes. Je vais vous les citer, il n'y a pas de secret, puisqu'il n'y a plus de tabou, vu les révolutions qui se passent actuellement dans cette partie sud et l'est de la Méditerranée. Les Tunisiens, bien sûr, eux ont démarré depuis les années 70, et j'ai eu l'honneur de contribuer autant soit peu dans cet élan, de pouvoir effectivement réfléchir et pouvoir mener pendant plus que 30 ans ce départ sur une base scientifique. Au départ, c'était des thèses, c'était un certain nombre de recherches sur cette lagune de Tunis, et puis à être inscrite à une priorité politique et qui a permis de définir un mécanisme institutionnel et juridique qui a permis donc de réaliser les travaux de restauration et qui actuellement font donc l'objet d'un grand suivi de la part des scientifiques. Ce qu'il y a aussi, ce qui est très important, c'est au niveau du développement, et cela a été une
troisième recommandation, de développer des outils d'aménagement appropriés, de bien réfléchir. Bien sûr, il n'est pas question de rectifier les berges de l'étang de Berre afin que le modèle hydrodynamique et le modèle de qualité puissent effectivement donner des résultats, et surtout après les mesures qu'EDF a prises au niveau du lissage des rejets, mais cela est beaucoup plus envisageable dans les pays du Sud. Ça a été le cas dans la lagune de Tunis. La réflexion aujourd'hui y est sur le lac Nador et elle est aussi dans ses prémices avec le lac Mariotte. Alors, développer des plans d'aménagement, vous allez dire au nord, c'est tout à fait normal, mais dans les pays du Sud, c'est beaucoup plus difficile, sachant qu'en général, ces lagunes, comme je l'ai dit, sont des cloaques dans lesquelles on peut rejeter ce qu'on veut, et il n'y a aucune réflexion d'un plan d'aménagement d'ensemble. Alors, quatrième aussi et dernière catégorie de recommandations, c'est effectivement de réaliser des actions concrètes et c'est de pouvoir réaliser des travaux de restauration. Bien sûr, à la taille du pays, c'est des travaux très gigantesques. Je peux vous dire que pour le lac de Tunis, ce sont des travaux de l'ordre des dizaines de millions d'euros, donc dans lequel il a fallu avant tout intercepter tout ce qui était rejet hydrique de type polluant, donc tout ce qui était eau usée, tout ce qui était eau résiduaire. C'est tout à fait normal pour les pays du Nord qui, eux, œuvrent dans un cadre commun de la directive cadre, donc sur lequel il y a des engagements. Autant dans les pays du Sud, chaque pays avait sa législation et son mode de gouvernance et bien sûr ses priorités de développement. Et là, donc, je réagis effectivement sur cette dualité entre la protection de l'environnement et le développement. Je ne vais pas vous faire sourire, mais lorsqu'on a commencé à réfléchir sur le lac de Tunis, certains pensaient à le remblayer complètement. Bon, donc c'était un point de vue. Donc il est clair qu'à ce moment-là, c'était les prémices de la conférence, des résultats de la conférence de Stockholm, donc de 72, et un petit front environnementaliste a commencé à se monter en Tunisie, et petit à petit, donc l'idée a fait son chemin, et il a pu donc faire l'objet de grands travaux de restauration. Et donc là aussi, c'est très très important de pouvoir réfléchir au niveau des outils à mettre en place pour pouvoir effectivement réaliser ces travaux et bien sûr protéger donc les lagunes. Certains points ont été aussi soulevés, les déchets solides, la pollution atmosphérique, mais cela a permis au cours de cet atelier de véritablement faire le lien entre le scientifique, le professionnel, l'aménageur, le développeur et bien sûr les représentants de la société civile. Et je vous remercie.